bonsoir à tous, bienvenue sur Télécréole dans l'émission Les Experts Juridiques. Alors ce soir nous sommes avec Maître Sylvie Moutkoumora-Poulet, bonsoir. Bonsoir. Et Maître Léopoldine Setama, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir bien sûr vos appels sont les bienvenus pour nos avocates au 02 62 566 566. Le principe est simple, vous nous appelez, vous nous exposez votre situation et nos deux expertes ce soir vont essayer de vous éclairer et peut-être de trouver une bonne solution pour qu'elle soit, il dort un peu mieux, en tout cas quelques tracas en moins. Alors parlant de tracas, Maître Léopoldine Setama, est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'autorité parentale? Oui. Alors, l'autorité parentale, tout le monde utilise ce terme, mais qu'est-ce que cela comprend? Alors, l'autorité parentale, bien sûr, quand on entend parental, on entend tout de suite le mot parent. Et l'autorité des parents, ça s'exerce comment? Notamment dans le cadre de séparation, puisque c'est le quotidien de nos téléspectateurs et de nos téléspectatrices qui, au moins pour eux-mêmes ou pour un membre de leur famille, sont confrontés donc à une situation de séparation. Alors, quand on parle d'autorité parentale, cela comprend le droit de visite et d'hébergement du parent qui n'a pas la garde habituelle de l'enfant. Ça comprend l'obligation donc de participer à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Ça comprend la responsabilité du parent toutes les fois que l'enfant, donc il y a une décision à prendre en faveur de l'enfant. Ça comprend bien évidemment la participation d'une manière générale à l'éducation des parents, donc des parents à l'éducation de l'enfant. Alors très souvent quand on est dans des situations de conflit, alors on utilise l'autorité parentale, mais on ne sait pas que ça regroupe tout cela. C'est cet ensemble de droits et d'obligations, puisque les droits, c'est pour le parent d'entretenir des liens avec son enfant. C'est le droit d'être impliqué dans la vie de son enfant pour peu que l'autre ne veuille pas qu'il s'implique, mais c'est aussi l'obligation pour le parent de payer les frais pour son enfant, de s'assurer du bien-être de son enfant, de préserver les intérêts de son enfant, et chaque parent doit participer donc à toutes les grandes décisions dans l'éducation et dans l'intérêt de l'enfant. Bien sûr, quand je parle d'exercice de l'autorité parentale, ça s'entend autorité parentale durant la minorité, parce que l'autorité parentale tombe lorsque l'enfant atteint sa majorité. Sauf qu'il y a des obligations qui persistent au-delà de la majorité, c'est l'entretien, et à ce moment-là, ça devient uniquement l'obligation alimentaire. Donc voilà, donc des précisions là-dessus, parce que c'est un terme que l'on emploie beaucoup, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans l'autorité parentale. Merci Maître Setama pour ces explications. Nous allons au standard. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Nous vous écoutons, madame. Alors, j'aurais une question à poser. Alors, j'ai ma mère et mon père qui sont mariés. Oui. Mon père perçoit une retraite, il perçoit la retraite et ma mère ne perçoit rien comme revenu. Et donc, ils sont, ils sont un peu en litige vu que mon père ne subvient pas aux charges du logement, du loyer alors. Et donc, j'aimerais savoir quel recours ma mère peut avoir pour pouvoir, pour avoir un revenu. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, vos parents, ils vivent toujours ensemble ou ils sont séparés? Toujours ensemble, toujours. D'accord, donc ils vivent ensemble, seul votre père perçoit une retraite et malheureusement, il ne contribue pas aux charges du ménage, c'est bien ça? Exactement. Bon, là, il est vrai qu'il est très très difficile pour votre mère d'obtenir une autre source de revenus, Voilà. puisque le couple n'est pas séparé. Alors si le couple était séparé, il est évident qu'on pouvait engager une action en contribution aux charges du mariage, du ménage, mais là, ça n'est pas du tout le cas. Il faudrait en discuter avec votre père, parce que parmi les obligations des époux dans le cadre d'un mariage, il y a une obligation pour chacun d'eux de contribuer aux charges du mariage. Cela fait partie de ce qu'on appelle le régime primaire, qui est applicable dans tous les cas de mariage. Alors maintenant, il faudrait discuter avec votre père, et si véritablement il n'y a pas moyen de discuter,
voir avec votre mère, je suppose que ce sont des personnes qui ont un certain âge, Oui. parce que il n'y a pas d'autre possibilité que d'envisager une séparation pour pouvoir demander à l'autre parent, à l'autre époux, de contribuer aux charges du mariage. Votre mère, est-ce qu'elle a travaillé à l'époque? Non, jamais travaillé. Elle n'a jamais travaillé. Et sur la retraite du régime général que perçoit votre père, est-ce qu'il n'y a pas justement une petite part, un supplément concernant son épouse qui n'a jamais travaillé? Je ne sais pas exactement. Bon, peut-être qu'il vous serait assez intéressant de regarder un petit peu la notification de la pension de retraite. Si c'est le régime général, alors moi j'ai vu dans certains cas que l'épouse qui n'avait jamais travaillé mais qui a eu des enfants pouvait obtenir un supplément. D'accord. Voilà, alors. Mais tout dépend maintenant si votre père veut bien vous laisser voir cette notification. D'accord, ok. Merci de m'avoir répondu. En tout cas, madame, Au revoir. merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir tout le Bonsoir, monde. madame. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Voilà, je suis en train de faire une amélioration d'habitat. Ils sont en train de plus dégrader ma maison que l'améliorer. Les travaux doivent se terminer le 21 février 2014. Un jour il vient, 3 jours il vient pas. Et alors, est-ce Ça que vous m'intéresse. pensez, Vendredi. Oui. vous pensez qu'ils vont être dans les temps malgré tout ou pas du tout? Non, pas du tout. Ils sont pas dans les temps. D'accord. Alors, sur ma terrasse, ils ont cassé plein de carrelage. Donc, ils ont enlevé, ils laissent comme ça. Ils ont enlevé une porte dans les toilettes, ils ont soulevé mon plafond. Et tout ça, ils me disent qu'ils n'ont pas fait exprès, sachant que je ne peux pas le défendre travailler, sinon je suis dans mon tort. Alors, qu'est-ce que je dois faire, s'il vous plaît? Maître Alors, Setama. Madame, je pense que votre amélioration de l'habitat se fait dans le cadre d'une aide avec une... vous avez dû effectuer des démarches pour pouvoir obtenir cette amélioration de l'habitat, c'est bien cela? Oui, j'ai fait ça, oui. Voilà, alors donc il y a un organisme dont le nom m'échappe, vous avez les organismes, il y en a plusieurs, hein, donc on ne va pas citer les noms donc, sur cette antenne. Oui. Il faudrait donc vous rapprocher parce qu'il y a un contrôle des travaux qui doit être Oui. effectué par cet organisme. Parce que l'organisme aide au financement des travaux puisque vous avez fait la démarche en ce sens. Et Oui. il doit y avoir un contrôle pour valider les travaux qui sont effectués, s'ils sont bien faits, s'il n'y a pas de difficultés, des choses comme ça. Je pense qu'il faudrait remonter vers cet organisme et leur demander de venir faire un constat sur toutes les difficultés que vous rencontrez, notamment dénoncer également le fait que les travaux ne vont pas être livrés dans les temps et essayer de faire un petit peu le point avec eux. Parce que si vous ne dénoncez pas la situation telle qu'elle se trouve, malheureusement, donc, vous allez en subir les conséquences et je pense que s'il y a des malfaçons, ce serait peut-être temps de les faire constater pour qu'éventuellement il y ait des reprises sur ces malfaçons et que vous puissiez donc avoir donc votre maison dans l'état où vous souhaitiez la voir dans le cadre de l'amélioration de l'habitat. D'accord, mais j'ai fait tout ça. J'ai été Vous avez fait, il y a eu un procès verbal qui a été dressé, procès verbal dans le cadre Oui. amiable. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a dit donc l'organisme qui a en charge donc le contrôle des travaux à réaliser? Ben, eux, ils m'ont dit qu'il faut avoir le moins-value, le plus-value, donc il faut attendre à la fin, après on verra. D'accord. Mais, Mais ils sont informés, vous avez des documents qui constatent tous les dégâts que vous venez de citer. oui, mais depuis 3 mois, pas tous les dégâts qu'ils viennent faire cette semaine. Oui, oui. Mais sinon, depuis 3 mois, c'est des dégâts phénoménaux. Hein. D'accord. Mais alors justement, alors madame, dans ces conditions, s'il y a d'autres dégâts qui sont intervenus depuis, ce que je vous propose, puisqu'il y a déjà des constats qui ont été effectués, je vous propose donc de voir avec cet organisme pour qu'il y ait une réunion de travail. Au cours de cette réunion de travail, déjà, on va constater si par rapport à ce qui avait déjà été noté auparavant, il y a eu donc des reprises des travaux pour amener à une amélioration de la situation et en même temps, donc il y aura un constat des dégâts actuels. Alors, de toute façon, s'il n'y a pas d'amélioration, vous allez devoir passer par la phase judiciaire et demander, donc, dans le cadre d'un référé expertise, à ce qu'il y ait un expert qui soit désigné, qui vienne constater, donc, les travaux qui ont été mal faits pour que vous puissiez, donc, engager une procédure et à ce moment-là, c'est l'assurance souscrite par l'entreprise qui est venue faire les travaux qui devra garantir la prise en charge des travaux de réfection de votre maison.
Voilà, j'ai fait ça. Et vous j'ai avez fait fait ça à aussi? la demande au mandataire. Ouais. Il y a un huissier qui est venu. Oui, donc vous avez Et fait tout ça, ouais. Oui, et quand j'ai demandé à l'assurance l'huissier, Oui. le rapport de l'huissier, l'assurance n'était pas au courant. Ah ben il faut faire une déclaration de sinistre, madame. Parce que... J'ai fait une déclaration de sinistre, donc ils sont venus, ils ont tout mélangé. Oui. Et après, ils me disent non, la déclaration de sinistre, c'était pour les dégâts des eaux. Oui. Et qu'ils ne sont pas au courant pour les matériaux, pour les travaux. Voilà, d'accord. Mais dans ces conditions, madame, moi, je n'ai pas les documents sous les yeux, mais si l'assurance vous dit qu'il y a une déclaration de sinistre pour le dégât des eaux et qu'en revanche, en ce qui concerne les malfaçons, ils n'ont pas reçu de déclaration de sinistre, je vous conseille, parce que vous savez, dans le cadre des travaux d'amélioration à l'habitat, il y a plusieurs types d'assurances. Il faudrait voir au niveau des attestations d'assurance qui sont annexées à votre contrat d'entreprise et voir quelle est l'assurance que vous devez contacter. Faites-vous aider par l'organisme qui contrôle les travaux et demandez-leur de vous accompagner dans cette démarche pour faire la déclaration de sinistre. Parce que vous ne pouvez pas rester dans cette situation, madame. Et l'assurance, elle est là pour couvrir, notamment en cas de malfaçon, eh bien, les conséquences de celle-ci. Et ils ne veulent pas me donner mes papiers d'assurance aussi. J'ai demandé depuis le 4 décembre, oui. Ils ne veulent pas me donner. Logiquement, quand vous avez votre contrat, quand vous signez les documents contractuels qui fixent les travaux, la nature des travaux à faire, les délais d'exécution, logiquement, avec ce contrat, on appelle ça habituellement un contrat d'entreprise, donc avec ce contrat, vous avez donc les attestations d'assurance, madame. Oui, mais je me suis rendu compte qu'il manque plein de papiers dedans. Mais quand on demande les papiers, ils ne veulent pas nous donner. Alors, ben écoutez, dans ces conditions, regardez au niveau, donc, voyez au niveau du contrôleur, je pense que eux aussi, comme c'est eux qui font le financement, logiquement, ils devraient avoir des doubles, parce qu'ils exigent quand même de travailler avec des entreprises qui ont des assurances. D'accord, c'est bon. Voilà, allez, merci madame. Soirée. Allez, au revoir. Bonne soirée. Nous continuons cette soirée avec Maître Linda Limossim qui nous a rejoint. Comment allez-vous, Maître? Bonsoir. Très bien, merci. Il me semble que la question prochaine sera donc pour vous, comme vous venez de nous rejoindre. On baptisera ça ensemble. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame, on vous écoute. Oui, c'est que j'appelle pour une personne. Cette personne, en fait, il paye une pension pour sa fille, mais il se retrouve au RSA. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il aimerait arrêter de payer la pension, parce qu'il ne peut plus la payer. Très bien, Maître Linda Limossim va vous répondre. Oui, bonsoir madame. Je suppose que la personne pour qui vous appelez paye une pension alimentaire parce qu'il y a déjà un jugement de condamnation qui dit voilà, que monsieur doit payer pour un enfant ou deux enfants une pension alimentaire. Oui. Voilà. Donc en fait, c'est dans un cadre juridique, ce qui fait que d'une manière générale, vous savez, les relations de famille sont des relations évolutives et en tout ce qui concerne les solutions, enfin, en tout cas les litiges devant le juge aux affaires familiales, elles évoluent. Tous les litiges peuvent évoluer également par rapport aux événements qui arrivent dans la vie de la famille, de la vie d'un couple et donc dans la vie d'un parent. En l'occurrence, monsieur, qui... certainement, au moment du jugement, avait les moyens de payer. Maintenant, ce n'est plus son cas puisqu'il est au RSA. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a deux choses. Soit amiablement, avec la maman de ses enfants, il arrive de façon amiable à dire, voilà, en démontrant qu'il a effectivement perdu ses revenus, que ses revenus ne lui permettent plus de payer cette pension alimentaire fixée dans le jugement de l'époque, soit c'est amiable, soit s'il n'y a pas de discussion possible entre monsieur et madame, il n'a pas d'autre choix que d'aller de nouveau devant le juge aux affaires familiales pour, en fait, faire dire dans un jugement qui sera futur que, d'une part, sa situation professionnelle a changé, que ses revenus ont modifié, sont allés à la baisse et qu'en définitive, il demande soit une réduction, soit totalement une annulation de la pension alimentaire qui a été fixée à l'époque. Alors, cette situation, le juge appellera, on appelle ça dans un jugement, impécuniosité, ce qui permettra donc, effectivement, monsieur de ne plus payer cette pension alimentaire. Et madame aura un avantage. Le fait qu'elle ait cette décision, elle pourra notamment se présenter au niveau de la CAF
et demander, par exemple, par rapport aux âges des enfants, un soutien spécifique. Et en l'occurrence, cela veut dire parfois que la CAF va un petit peu se substituer, remplacer la pension alimentaire que le père aurait dû verser, mais qui ne peut plus verser en fonction de son RSA. Donc, deux choix possibles. Voilà. Jamais ça se passe de juge des affaires familiales. Ça va prendre combien de temps pour avoir une décision? Alors, si vous allez dans la voie judiciaire, c'est-à-dire qu'avec madame, c'est pas possible de discuter. La voie judiciaire peut prendre plus ou moins de temps parce que je suppose que monsieur, peut-être qu'il va prendre un avocat, il va demander l'aide juridictionnelle, ce qui fait que d'une manière générale, quand on dépose un dossier d'aide juridictionnelle, il faut quand même compter un temps de traitement de 3-4 mois environ, même au moins en ce moment. Et ensuite, entamer une procédure. Et cette procédure, pareil, hein, les audiences sont assez quand même remplies. Il n'y aura pas un jugement en un mois. Il aura un jugement, il faut compter dans 3 mois par rapport à la situation. Donc, ce qui fait que... Il est obligé de verser la ben non, pension. il ne paye pas. Si, écoutez, s'il touche le RSA et la pension fait, je ne sais pas, 50% ou même plus de sa RSA, il a un vrai motif de ne pas payer. Donc, il est couvert de ce côté. Du moment qu'il a justifié que ses revenus... Ils sont pensés parce que quand même, il a demandé des 445 € et il pas pour l'équipage, ça. Madame, alors, il avertit. Oui, on entend mal. On a beaucoup de mal à vous entendre. Est-ce que vous pourriez peut-être jouer un petit peu le téléphone, là, parce que c'est pas très distinct. Voilà, on vous écoute. Vous avez entendu ma question, ça? Non, là, on ne vous a pas compris. Mais maintenant, répétez-la, s'il vous plaît. Oui, je disais donc, est-ce qu'il peut arrêter de payer en attendant que ça se passe? Alors, madame, comme effectivement on peut prouver réellement qu'il y a un changement vraiment important de revenus, il peut arrêter de payer. Il ne peut pas payer ce qu'il n'a pas. Vous comprenez? D'accord, ok. Donc, en revanche, quelqu'un qui a les moyens de payer ne paye pas. Là, vous savez, c'est un autre sujet. On peut effectivement, le parent bénéficiaire de la pension alimentaire pourrait aller au pénal, porter plainte pour abandon de famille, et c'est un délit. Mais dans le cas de ce monsieur, il peut très bien ne plus payer là en ce moment. Exactement, parce que dans le cas de ce monsieur, ça sera facile à démontrer qu'il ne perçoit plus que le RSA. Il ne pourra, il s'exposera pas des poursuites judiciaires. Alors, madame, une petite précision du côté de maître Léopoldine Setama, qui écoute aussi votre cas. Alors, on va aller un petit peu plus loin sur cette question. Oui, justement, donc moi, ce que je voulais apporter comme précision, madame, c'est que justement, ma consoeur indiquait le problème de délai, là, dans lequel est enfermé ce monsieur qui doit faire des démarches judiciaires pour obtenir une modification du jugement qui met à sa charge une pension alimentaire. Eh bien, il a la possibilité de lui-même, le temps qu'il ait un avocat, de réunir l'ensemble des documents qui sont les actes d'état civil, le justificatif de l'attestation CAF comme quoi il perçoit le RSA. Avec ces documents, donc il va au tribunal, il remplit, soit il fait une lettre si vous pouvez l'aider éventuellement, faire la lettre en indiquant qu'il ne peut plus payer la pension alimentaire, il joint le jugement qui met à sa charge la pension alimentaire et il envoie ça au juge aux affaires familiales en disant qu'il ne peut plus payer la pension alimentaire, donc il en demande la suppression. Ça permettra à ce moment-là d'écouter le délai qu'on vient de vous indiquer. Alors par contre, moi je pense qu'il y a une petite modification. Ma consoeur vient de vous parler d'abandon de famille. Je pense que même s'il n'a pas les moyens de payer, le fait qu'il perçoive le RSA ne le dispense pas de payer la pension alimentaire où il risque d'avoir des problèmes. Donc il vaut mieux qu'il fasse vite, qu'il dépose son dossier pour donner un justificatif comme quoi, effectivement, il a entamé une démarche pour le cas où la maman dépose plainte contre lui en disant il ne paye pas la pension alimentaire, il peut justifier de ce document disant qu'il a fait une démarche pour supprimer la pension alimentaire, donc il faut attendre, parce que sinon il va avoir des problèmes avec les gendarmes. Il faut absolument, il n'aura pas de poursuite, comme vient de vous dire ma consoeur, mais à condition qu'il y ait un justificatif comme quoi il est allé devant le tribunal. Parce que les gendarmes ne l'attendront pas, ni les policiers. D'accord. Alors, si vous voulez... C'est important. Il faut faire rapidement. Alors, justement, si à l'amiable, ce n'est pas possible, donc vous avez ces voies-là, et en tout état de cause, que ce soit au niveau de l'aide judiciaire, parce que monsieur veut se faire assister d'un avocat, ou par le biais où vous l'aidez, vous directement, il faut faire, c'est vrai, assez vite, parce que les délais quand même de traitement sont assez longs. D'accord, ok.
Merci madame pour votre question. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'ai déposé ma voiture chez un garage pour faire des réparations. Je l'ai récupérée. Et en fait, quand je l'ai récupérée, au bout de 12 jours, je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient oublié de mettre le bouchon dans le réservoir d'huile. Entre-temps, j'ai été rendu compte que ma voiture filait un petit peu et puis je m'étais plus ou moins inquiétée en me disant je vais aller revoir le garage. Et donc là, je me suis rendu compte qu'en fait, en ouvrant mon capot, donc il manquait le bouchon d'huile. Donc il y avait des huiles de partout dans le moteur et tout ça. J'ai rappelé le garage en leur précisant que ils avaient oublié de mettre le bouchon d'huile. Moi, j'étais sur Seine-Suzanne, ils m'avaient demandé de me déplacer jusqu'à Saint-Denis alors que je ne pouvais pas. Donc il y a un autre garage dans l'Est, donc quelqu'un est venu pour me ramener un autre bouchon de dépannage et j'avais également indiqué que j'avais plus d'huile dans ma voiture, qu'il fallait qu'ils me rapportent de l'huile. Donc lundi, je rapporte ma voiture au garage en leur disant que, entre-temps, j'ai appelé quelqu'un qui m'a bien briefé en me disant que normalement, le garage doit te prendre ta voiture, faire un nettoyage complet, vérifier que tous les périphériques, qu'il n'y a pas d'huile, que tout marche. Donc j'ai redit ça, la même chose au garagiste, et qui me dit que il n'y a pas besoin, qu'il prend juste ma voiture sur 20 minutes, qu'il fait un petit nettoyage, et puis voilà quoi. Donc je devais m'arranger pour déposer ma voiture, donc j'ai pas pu. J'ai rappelé en disant encore la même chose, qu'il devait prendre ma voiture, et moi que j'ai une voiture de remplacement parce que je fais beaucoup de routes. En fait, ils n'ont pas de voiture de remplacement, donc ce qu'ils me proposent, c'est que je vienne après mon boulot ramener ma voiture et qu'ils font un petit nettoyage, une vérification, sans rien, parce que voilà. Et donc là, je suis un peu perdue parce que je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois faire un courrier? Là, ma voiture, je roule en ce moment avec, donc je la lève un peu tard, je ne sais pas. Donc je ne sais pas quoi faire. Alors, la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'avez pas été jusqu'au point de bousiller votre moteur, parce que le problème, c'est que lorsqu'il n'y a plus d'huile dans un moteur, ce qui arrive souvent, le moteur, il grille. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, il est vrai que le garagiste, lorsque vous allez le voir, vous devez, avant toute chose, définir avec lui les réparations que vous avez à faire sur le véhicule. Vous pouvez, et c'est souvent le cas dans les garages, c'est qu'ils vous font remplir un ordre de réparation, à savoir qu'ils vont faire telle ou telle réparation, mais accessoirement, ils doivent aussi faire un petit contrôle de quelques points qui sont essentiels, à savoir justement au niveau d'huile, la batterie, etc., etc. Alors, votre garagiste, si au moment où vous lui avez déposé le véhicule, il y avait bien ce bouchon sur le réservoir. Oui, il était là. Voilà, on en est presque sûr. Si lui, au cours des réparations qu'il a effectuées, il a par négligence ou par imprudence, il a enlevé le bouchon et il ne l'a pas remis, il est évident qu'il a commis une faute. Ce qui est assez dommage, c'est que au vu de cette négligence, voire cette imprudence, qu'il n'ait pas pris le soin de venir réparer au plus vite les dégâts occasionnés, à savoir le nettoyage, et voir justement si aucune pièce du moteur n'a été détériorée du fait de cette perte d'huile. Alors maintenant, il est vrai que vous devriez lui faire un courrier. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, ça n'a été fait que verbalement. Oui. Alors, le mieux pour vous, c'est de lui faire un courrier en faisant un petit peu la chronologie des faits. Dans un premier temps, lui demander au plus vite de faire les travaux nécessaires pour que votre véhicule soit à nouveau, que vous puissiez plutôt rouler en toute sécurité. Et si d'aventure, il ne le faisait pas, vous avez possibilité d'aller voir un autre garagiste pour que celui-ci fasse le contrôle et le nettoyage nécessaire, et ensuite présenter cette facture à votre garagiste. Et si il ne paye pas, à ce moment-là, il faudra engager une procédure devant le tribunal. Donc, à mon sens, peut-être privilégier encore la démarche amiable,
puisque bon, il est vrai que les réparations, elles ne devraient pas être très très longues à faire et très onéreuses. Et si franchement il y met beaucoup de mauvaise volonté, à ce moment-là, vous n'avez pas d'autre possibilité que de lui faire payer d'une manière ou d'une autre, par un jugement de condamnation notamment, les travaux que vous allez devoir supporter. D'accord. Parce qu'en fait, lui, il veut me faire les travaux, mais en 20 minutes, quoi. Et les personnes que j'ai rencontrées, ils m'ont dit absolument pas, parce qu'on ne doit pas nettoyer un véhicule quand le moteur est chaud, pour vérifier qu'à côté, tous les périphériques, voilà, quoi. Et donc, quand j'ai ressorti la même chose, ils me disent non, il n'y a pas besoin, c'est bon, c'est une petite voiture, voilà, quoi. Et ben non, par contre, je suis pas d'accord avec ça. Bah écoutez, faites le courrier dans un premier temps pour le mettre en demeure de faire ses travaux dans des conditions tout à fait acceptables, et surtout si vous avez le moindre du moins vous avez en tête qu'il y aurait peut-être un souci, vous vous rapprochez d'un autre professionnel, qu'il fasse une analyse donc voilà, de tout ça. Je ne vais pas vous conseiller d'aller faire une expertise, parce que ça va vous coûter beaucoup d'argent, peut-être pour un problème qui n'en vaut peut-être pas la peine. Commencez par aller voir un autre garagiste, et à ce moment-là, vous pouvez ensuite lui demander de vous payer d'une part les réparations qui auront été faites par un autre professionnel, et également le préjudice que vous avez subi s'il y a eu une immobilisation. Vous avez dit que vous roulez beaucoup, vous faites beaucoup de routes. Peut-être que si la voiture devait être immobilisée 1 ou 2 jours, à ce moment-là, vous allez subir un préjudice. Voilà. Ouais. Merci madame pour votre question. Merci. Bonne soirée sur Télécréole. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'aurais aimé vous poser une question. C'est que voilà, mon père il a une maison à vendre, oui, et je devrais l'acheter, mais je voulais savoir que veut dire le mot viager, si je devais acheter de cette façon. Qu'est-ce que ça veut dire le mot viager? Viager. Oui. Une grande viager. Ah Oui. oui. Alors, madame, donc, si j'ai bien compris, donc, vous allez acheter cette maison, mais vous allez payer le prix donc, de la maison sous forme de rente viager. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. D'accord. Alors, c'est très simple. Donc, la rente viager, c'est le montant que vous allez verser à votre papa toute sa vie durant. C'est-à-dire qu'au décès de votre père, le montant qui est fixé dans l'acte va s'arrêter puisqu'il ne sera plus là. Et donc, ça correspond au prix que vous allez payer pour l'achat de la maison. D'accord. Voilà. Alors maintenant, il faut voir avec le notaire sous quelle forme va être fixé ce prix de vente, comment est-ce que cela va se passer. Soyez très précis là-dessus, parce que vous pouvez par la suite avoir quelques difficultés si vous avez donc d'autres frères et sœurs. Oui, c'est ça le problème, c'est que j'ai d'autres frères et sœurs. Donc voilà, le souci c'est là. Hein. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, à mon sens, vous devriez donc bien voir avec votre notaire, faites-vous bien conseiller, parce qu'effectivement c'est une possibilité. Alors elle est avantageuse, donc cette forme de vente, excusez-moi, c'est la réalité malgré tout, lorsque la personne est très âgée et qu'on sait très bien qu'elle va se débarrasser de son bien, que vous allez en conséquence l'acquérir, et que la personne va se retrouver sans bien. Donc vous payez donc un montant tous les mois qui lui assure un revenu. Et l'avantage de ce genre de vente, c'est que ça vous permet au décès de la personne de ne plus rien payer. Sauf que dans votre situation, si vous avez des sœurs et frères, puisque le bien est évalué, ça correspond à un certain montant, et que vous payez ce bien sous forme de rente viager, vous ne payerez pas la totalité si votre père décède avant que la totalité du prix de la vente ne soit absorbée. Donc vous pouvez avoir quelques problèmes avec vos frères et sœurs. Oui, avec mes frères et sœurs. Voilà, alors c'est pour cela que je vous conseille, donc avant de vous engager donc dans ce type d'opération, eh bien de bien vous faire renseigner auprès de votre notaire, de bien faire fixer tout ce qu'il y a à fixer dans l'acte pour éviter des difficultés par la suite. D'accord, je pense que je vais faire ça parce que je risque d'avoir des problèmes sinon. Je pense. D'accord, je vous remercie beaucoup. Bonsoir. Je vous souhaite une bonne soirée, madame Chantal. À bientôt. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. En fait, voilà, j'aimerais bien poser une question à mettre, s'il vous plaît. Oui, allez-y.
En fait, voilà, il faut savoir, en fait, mon frère, il a été jugé en 2009 pour des assises. En fait, il a reçu 2 condamnations d'assises. Et donc, en fait, je voulais savoir, vu que l'avocat nous a dit qu'il y aurait une confusion de peine, mais jusqu'à présent, ça monte sur 10 ans qu'il est en prison, et on voit qu'il n'y a toujours pas de confusion de peine. Alors, c'est confusion ou provision de peine? Confusion. Confusion. Très bien, je vous entendais très mal même, excusez-moi. Alors, vous voulez savoir en fait comment on fait pour qu'il y ait une confusion de peine, quand est-ce que ça va arriver et Je tout? vais commencer le... Oui, voilà, c'est ça, oui. Si vous allez continuer. Alors, c'est Maître Linda Limousim qui vous répond. Je vais commencer la réponse, et nous allons répondre à plusieurs, madame. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans le cadre d'un procès d'assises ou de manière générale d'un procès pénal, il y a effectivement des possibilités de demande d'aménagement ou de confusion de peine, c'est-à-dire qu'une peine qui a été prononcée, par exemple de 10 ans, finalement, on peut, sous certaines conditions et sous un certain délai, et à partir aussi d'un certain délai, demander des aménagements. Les aménagements, en général, ce sont des avantages, par exemple en réduction ou en modalité. Dans le cas de votre frère, vous nous dites qu'il a été condamné aux assises en 2009, 2 condamnations. Cela veut dire qu'il y a peut-être une condamnation qui était antérieure à 2009 aussi. Oui, non, en fait, il y a une peine qui est supérieure à la deuxième peine qu'il a reçue, en fait. Bon, alors, il y a une peine de combien d'années et il y a une autre peine de combien d'années? Plus on aura de détails, plus ce sera possible. Et à la dernière peine qu'il a reçue à la cour d'assises, en fait, l'avocat a fait une demande de confusion de peine à la barre avec justement le juge. D'accord. Mais en fait, il a été voir son assistante sociale en prison et l'assistante sociale ne trouve rien en fait dans son dossier, ne trouve pas de confusion de peine. En fait, j'aimerais bien savoir comment faire, quoi faire en fait. Madame, oui. En fait, là, vous êtes en train de nous dire, si j'ai bien compris, qu'il y a quand même 2 décisions de justice. C'est pas la même décision de justice qui a prononcé 2 peines. Non, c'est 2 peines différentes en fait. Oui, dans 2 décisions de justice, 2 décisions différentes. Voilà. Et à la dernière peine, l'avocat a demandé à la barre, à la cour d'assises, une confusion de peine. Alors, si vous voulez... l'avocat, elle nous a confirmé comme quoi le juge a dit qu'il devrait avoir une confusion de peine, en fait. Vous savez, il y a un moyen très simple de vérifier ce que vous êtes en train de dire. Votre frère a certainement une photocopie, une copie de son jugement de condamnation. Et dans cette décision de condamnation, il y a ce qui a été demandé, ce qui a été accepté par la cour d'assises. En l'occurrence, il y a cette première chose à vérifier. Puis deuxième chose, moi je crois que à ce niveau-là, si jamais ça n'a pas été fait, ou bien par impossible, techniquement, c'est-à-dire juridiquement, c'était pas possible à ce moment-là, il y a quand même aujourd'hui la possibilité pour votre frère d'aller quand même voir en prison l'assistante sociale et solliciter, déposer un nouveau dossier de demande de confusion de peine qui sera ensuite traité par le juge d'application des peines. Ce n'est pas parce que ça n'existe pas qu'il ne peut pas déposer cette demande. D'accord, mais une petite question, maître, mais je trouve bizarre quand même, vu que l'avocat, elle, nous a confirmé comme quoi le juge, et parce qu'en fait, quand il a reçu sa peine, elle est venue nous voir, elle nous a dit oui, elle a été voir le juge, et le juge lui a dit que oui, il n'y a pas de souci, et qu'elle n'a pas le droit de mentir, en fait. Non, mais ça, écoutez, je ne sais pas, parce que peut-être que... Avec mon frère, avec l'assistance sociale, on ne trouve rien. Bon, quelle que soit justement la situation, on ne va pas revenir en arrière. Je ne sais pas comment s'est passé effectivement le traitement du dossier à l'époque. Mais aujourd'hui, madame, si la question est de savoir si votre frère veut faire cette demande de confusion de peine, il doit la faire maintenant. Vous avez pas, je ne sais pas si ça a été fait, ça n'a pas été fait, ou si ça a été fait, ça n'a pas été accepté, ou si ça a été mal fait. C'est difficile de revenir là parce que, encore une fois, je vous dis, c'est dans la décision que votre frère a dû recevoir, et vous-même peut-être aussi, hein, que c'est écrit la décision finale qui a été rendue. Mais aujourd'hui, faites quand même dites à votre frère d'aller voir l'assistante sociale et de faire une demande. D'accord, ok. Très bien. Alors, peut-être une précision des 2 autres maîtres? Oui, mais en fait, je pense que madame, elle indiquait tout à l'heure que bon, la demande de confusion de peine a dû être faite lors de la 2e audience de condamnation. Effectivement, il y a cette possibilité, hein, lorsque quelqu'un a déjà été condamné, a déjà une condamnation pénale, il y a la possibilité, au moment où la 2e affaire est évoquée et qu'une peine de prison ou qu'une condamnation pénale est prononcée, eh bien, à ce moment-là, il y a la possibilité de demander la confusion de peine. Sauf que, bon, s'agissant
s'agissant de peines criminelles, puisque prononcées par la cour d'assises, la Cour est très frileuse et ne prononce pas systématiquement la confusion de peine, puisque ce n'est pas un droit, c'est une faculté, donc qui est prévue par la loi sous certaines conditions. Donc, comme vous le disiez, donc, il faudrait voir dans la dernière décision si la confusion de peine a été ou pas acceptée, parce qu'elle doit figurer dans la dernière décision rendue. Si ça ne figure pas, à ce moment-là, il faut effectivement présenter une nouvelle demande. Ce qu'il peut faire, bon, c'est de voir l'assistance sociale, mais aller au greffe de la prison, parce que les demandes se font au greffe de la prison. Et à ce moment-là, il présente cette demande de confusion de peine, parce que tout l'intérêt de la confusion de peine, c'est que la peine la plus importante absorbe la peine la moins importante. Et donc, ça réduit d'autant la durée de temps à passer en prison. Alors maintenant, madame, moi je pense aussi, puisque vous me dites, j'ai cru comprendre tout à l'heure que ça faisait au moins 10 ans qu'il était en prison. Oui, ça monte 10 ans, oui. Voilà, alors donc là encore, je pense que plutôt que la confusion de peine, il y a éventuellement, s'il est à mi-peine entre les deux peines prononcées, d'envisager peut-être une demande d'aménagement de peine. Donc là, ne retenez pas uniquement la confusion, parce que l'avantage de l'aménagement de peine, ça peut être soit une libération conditionnelle, soit une semi-liberté, mais tout cela s'apprécie au regard de la durée donc de prison qui lui reste à accomplir. Donc je pense qu'il vaut mieux qu'il se rapproche donc d'un avocat, et je sais que bon, même dans le cadre de la prison, les personnes peuvent bénéficier donc de conseils gratuits. Donc il se rapproche à ce moment-là donc du centre pénitentiaire de là où il est, auprès de l'assistance sociale, il demande à obtenir des renseignements gratuits. C'est prévu, hein, donc il y a des permanences qui sont faites, et à ce moment-là, donc il pourra avoir les conseils judicieux. En tout cas, merci madame qui a écouté nos réponses. On vous souhaite une bonne soirée sur Télécréole. Ah, je ne savais pas. Donc, il y a donc des avocats qui se rendent en prison pour aider les prisonniers. Des permanences de consultation gratuite. Bah, écoutez, merci mesdames, parce que tous les mercredis, nous apprenons des choses sur cette antenne. Continuons. Allô, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, madame. Je vous appelle en fait parce que mon compagnon, il a été victime d'un accident de la route au mois d'octobre. Oui. Et on attend toujours l'indemnité matérielle. Je voudrais savoir est-ce qu'il y a une durée limite pour l'assurance de nous verser cette indemnité-là en fait. Ah, c'est une indemnité que vous attendez de l'assurance, hein, pas d'une autre personne. Non. Très bien. Est-ce que la compagnie d'assurance vous a déjà fait une offre d'indemnisation? Non, parce qu'en fait, le véhicule est irréparable. L'expert a passé et on attend toujours en fait. D'accord. En fait, vous ne parlez que de dégâts matériels. Voilà, donc il y a eu un accident de la circulation, des dégâts sur le véhicule, l'expertise a eu lieu. Oui. Voilà, la voiture a été déclarée réparable? Irréparable. Irréparable économiquement, ça veut dire que les réparations seraient plus chères que le prix, la valeur vénale du véhicule. Et depuis octobre, vous attendez? Voilà. D'accord. J'ai déjà appelé plusieurs fois l'assurance. On me dit que mon dossier est compliqué, mais parce qu'en fait, les personnes qui conduisaient la voiture qui est rentrée dans la voiture de mon compagnon, ils ont pris la fuite. Donc, c'est une histoire un peu compliquée. On attend toujours en fait l'indemnité. D'accord. Est-ce que là aussi, il y a peut-être matière à refaire un courrier? Non, en fait, s'il y a un délit de fuite, il faut porter plainte. Il faut déposer plainte. Voilà, il faut. Je ne sais pas si ça a été fait, mais il faudrait déposer plainte parce que si les personnes ont pris la fuite, c'est la première chose à faire pour qu'il y ait au moins, comme vous l'a dit Léopoldine Setama, un dossier pénal. À partir de ce moment, la compagnie d'assurance peut vous indemniser à la seule et unique condition, c'est qu'on ait quand même des éléments sur la voiture. Est-ce que la voiture a été assurée ? Oui. La voiture d'en face, est-ce qu'elle était assurée? Donc il y a bien une compagnie d'assurance. Attendez, il y a eu un délit de fuite. C'était une voiture de location. Nous, on a pu prendre contact avec la voiture de location, enfin le propriétaire de la voiture. Mais voilà. Donc il y a bien un propriétaire de cette voiture et une compagnie d'assurance.
Voilà, oui. Voilà. Donc après, voilà, les conducteurs sont partis. On ne sait pas s'ils étaient eux-mêmes assurés ou pas. Mais la voiture étant assurée, il faut vous mettre en contact avec la compagnie d'assurance concernant la voiture. Et si aujourd'hui l'indemnisation n'a toujours pas eu lieu, à ce moment-là, et souvent les compagnies d'assurance discutent entre elles, hein, il faut relancer votre compagnie d'assurance pour qu'elle voit auprès de l'autre compagnie pourquoi les choses prennent autant de temps. Faites un courrier de mise en demeure pour relancer les choses. Ne laissez pas trop de temps passer parce que vous allez attendre encore longtemps l'indemnisation si rien n'est fait. D'accord. Très bien. Voilà. Merci madame. Je vous remercie. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur. On vous écoute. C'est les créoles, ça? Oui, c'était les créoles, les experts juridiques. On vous écoute, monsieur. Comment il fait, moi, là, je vais téléphoner, on a un petit problème là. Elle m'adresse à qui? Oui. Alors, est-ce que d'abord vous pouvez vous éloigner un petit peu du bruit qu'il y a derrière vous? Pardon? Est-ce que vous pouvez vous pousser? Il y a trop de... Attends. C'est la fête, là. Monsieur, voilà, vous êtes plus au calme? On l'a perdu. En plus. Ah, désolé. On va passer au suivant. Monsieur, rappelez-nous si vous le pouvez. Malheureusement, l'appel a été coupé. Allô, bonsoir. Voilà, je vous téléphone là. C'est pour une personne qui doit prendre sa retraite bientôt. Hein. Voilà, madame, c'est quoi ce problème de téléphone là? On vous entend pas non plus là. Vous m'entendez pas? Ah non, on a un gros problème de bruit. Hein. Attendez, je... Oula, c'est catastrophique. Hein. On a perdu madame aussi. Ah, on a perdu madame aussi. Bon, bah c'est... Messieurs, dames, on va essayer de régler tous les problèmes de téléphone ce soir. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Je crois que c'est... Bon, allô. Allô. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame, on vous écoute. Alors voilà, j'aurais une petite question, mais qui est d'ordre sur le domaine d'agriculture en fait. Est-ce que ça peut passer ou pas? Bon, écoutez, posez la question. Si on a une réponse, on vous le dira. Si on l'a pas, on vous dira aussi. D'accord. En fait, ma question, c'est qu'on a un terrain agricole qui est divisé en 4 héritiers, qui est en indivision en fait. Hein, et du coup, on a un souci, c'est qu'on a été mis en demeure pour terrain culte. Et là, ce qui en relève, en fait, on a commencé à faire la mise en culture, en fait. Hein. Et du coup, ils sont passés sur le terrain et ils nous ont dit que, comment dire, il y a un constat qui a été fait. Pour moi, en fait, une des propriétés, on m'a dit que la mise en demeure serait ôtée. Que voilà, c'est bon, en fait, parce que j'ai fait une plantation de cocotiers. Et là, il s'avère qu'ils m'ont mise en procédure d'expropriation. Et en fait, ma question, ce serait, est-ce qu'en fait, ils ont le droit ou voilà. Ah, d'accord. En fait, bonsoir madame. Donc en fait, bonsoir. Alors la particularité du terrain dont vous nous parlez, c'est que c'est un terrain agricole et il y a une obligation. Il y a une obligation donc de cultiver le terrain parce que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous avez reçu donc cette mise en demeure donc de terrain inculte parce que on peut pas laisser donc les terrains agricoles donc en friche alors que bon on a des problèmes de foncier à la Réunion. Oui, oui. Alors maintenant, si vous n'exploitez pas ce terrain, effectivement, vous allez vous trouver dans la situation où on va préempter. Est-ce que vous êtes sûr, c'est de l'expropriation ou de la préemption? Là, on a reçu un document de l'huissier, c'est-à-dire qu'une commission est passée elle devait se faire au mois de décembre 2012, mais ça avait fait du retard, ça a été fait au mois de juillet 2013, on n'a pas été averti, et je reçois le courrier que maintenant par un huissier en fait. D'accord, et vous connaissez les causes de l'expropriation? Là, ils m'ont dit que c'était pour non-culture, en fait. Mais il s'avère qu'ils sont passés en 2011 et que pour moi, j'ai un document, en fait, c'est un constat des lieux, comme quoi ils attestent que j'ai bien mis en valeur mon terrain, en fait. D'accord. Alors, dans ces conditions, madame, si vous venez de recevoir ce courrier, donc j'imagine qu'en vous le notifiant, vous avez la possibilité de contester, on a dû vous indiquer de quelle manière il faut le faire.
Ben là, on m'a donné qu'un délai d'un mois pour, voilà, pour justement. le faire, en fait. Voilà, précisément. Alors, donc, dans ce délai qui vous est donné, alors vous allez devoir justifier que l'expropriation, eh bien, n'est pas justifiée puisque votre terrain est cultivé. Je pense qu'on est en train de vous donner la possibilité de régulariser afin d'éviter l'expropriation. D'accord. Et dans ce délai-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dans ce délai, il faut apporter la preuve que depuis le passage depuis le fait qu'on ait dressé un procès-verbal pour terrain inculte, eh bien, les choses ont évolué et que vous avez cultivé le terrain. D'accord. Surtout que vous me dites que quand on a constaté que le terrain était inculte, c'est avant que vous ne plantiez vos cocotiers. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, dans ces conditions, depuis, ils ne sont plus passés. Donc, ils n'ont pas pu voir que, bon, il y avait des cocotiers, les terres étaient exploitées. Donc, par conséquent, là, ce que vous avez, c'est apporter la preuve. Éventuellement, vous faites faire un constat d'huissier vous-même, ou bien vous demandez à la Chambre d'agriculture de vous envoyer donc quelqu'un qui vient sur place et qui contrôle, qui apporte donc un témoignage dans le cadre d'un procès-verbal qui indique que le terrain est bien un terrain exploité pour éviter l'expropriation. Ben là, en fait, moi, ce que je comprends pas aussi, c'est qu'ils sont passés de nouveau avant la commission, justement. Oui. Et ils m'ont attesté, en fait, que la mise en demeure n'avait plus lieu. Puisque j'ai un document que j'ai pu récupérer avec oui, mais madame, faites attention, madame. C'était un constat des lieux. Oui. Parce qu'en fait, mon terrain, il était remis en état. Oui, alors du coup, je comprends pas pourquoi je suis toujours expropriée, en fait. Justement, alors c'est pour cela qu'il faut être prudente, dans la mesure où cette notification d'expropriation ne tient pas compte eh bien, du fait que, bon, entre-temps, les choses ont évolué. À mon avis, exploitez ce délai pour régulariser les choses. Vous êtes dans une administration, donc avec parfois donc, des difficultés de communication entre les services. Ne prenez pas le risque donc, que cette expropriation devienne définitive, tout simplement parce qu'on n'a pas communiqué que la mise en demeure n'était plus utile. Faites le nécessaire, madame. D'accord. Et par contre, j'aimerais avoir un petit renseignement autre aussi, c'est qu'en fait, nous, on borne une zone urbaine, et du coup, il y a un déclassement de fait, mais notre terrain n'a pas été pris en considération, en fait. Il faut faire une demande, madame. Mais toute la zone, en fait, elle est constructive, en fait. On borne juste une zone, et en fait, c'est constructif, mais le nôtre, il n'est pas encore... déclassé? Voilà, il n'a pas été déclassé, en fait. On l'a évité, en fait. D'accord, ben dans ces conditions, moi je ne connais pas la nature, donc vous savez, au niveau des terrains, il y a une classification selon les zones, et il y a des codes... On est en zone 1, mais pas fortement protégé en fait. Alors, donc dans ces conditions, ce que je vous conseille, madame, c'est de vous rapprocher du service d'urbanisme de la mairie, et de voir avec eux, donc, précisément, si vous avez la possibilité ou pas, donc, d'envisager un déclassement. Si tel est le cas, vous savez qu'il faut faire une demande. Oui, on l'a déjà fait. Je veux dire, j'ai plein de courriers recommandés qui sont envoyés à la mairie. J'ai même fait une demande de permis de construire. Et du coup, la mairie se renvoie la balle avec la date pour non-admission une réponse favorable à notre dossier, en fait. D'accord. Alors, vous savez que lorsque vous exploitez votre terrain, vous avez la possibilité, dans le cadre de l'exploitation... Voilà. Donc, de faire sur votre exploitation agricole une construction avec autorisation, bien évidemment. Mais ne confondez pas le déclassement, qui est une démarche particulière, et totalement distincte de l'autorisation que vous pouvez avoir de construire sur un terrain exploité. Oui, voyez ce qu'il y a de mieux pour vous. En fait, on est propriétaire du terrain, mais je ne suis pas agricultrice, en fait. Voilà. Bah, écoutez, moi, je pense que déjà, il faut régulariser la situation. Parce que si vous n'êtes pas agricultrice, vous êtes en train de... vous avez une phase d'expropriation en cours. À mon sens, il y a tout intérêt pour vous de régulariser votre situation parce que vous risquez de perdre votre terrain. D'accord. Donc, éventuellement, de bailler à une personne qui soit agriculteur? Non, non, madame, vous pouvez... je ne sais pas si vous travaillez ou pas, mais vous pouvez... Si, je travaille. Je ne sais pas si votre activité est compatible donc, avec une activité d'agricultrice. Donc, il faudrait vous renseigner à ce niveau-là et éventuellement donc, souscrire donc, comment on appelle ça, une adhésion à l'AMEXA, qui est donc obtenir une carte d'agricultrice pour vous permettre à ce moment-là de vous déclarer en tant qu'agriculteur. D'accord. Mais sinon, madame, effectivement, vous avez proposé une idée. Là, je pense que c'est peut-être faisable également. Vous devriez également vous renseigner au niveau de la Chambre d'agriculture, savoir si jamais vous ne pouvez pas, à cause de votre profession, avoir une deuxième activité et être déclarée à l'AMEXA pour être agricultrice, au niveau de la Chambre d'agriculture, vous pourrez, je pense aussi sous certaines conditions, bailler, c'est-à-dire donner à bail ou à ferme, votre terrain. D'accord. Mais comme ce que vous avez dit tout à l'heure, il faut vraiment agir très vite. Parce que là, la phase d'expropriation, c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment au sérieux. D'accord. Je vous remercie beaucoup.
Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute, monsieur. Oui, moi c'est une question tout simple. C'est une question dont je voudrais savoir si, quand on envoie un courrier recommandé pour quelqu'un, il y a une valeur si la personne ne tient pas les retourne. Oui. Alors, Maître Linda Limossim. Donc, vous avez envoyé un courrier recommandé à quelqu'un qui n'a pas retiré. Oui, deux mêmes. J'ai des travaux, c'est une maison que je loue, j'ai des travaux à faire. Oui. Alors, quelle que soit la situation, travaux, licenciement... Peinture extérieure, parce qu'à l'intérieur, c'est pas moi normalement. Oui. Recouvrez une créance. Il ne répond pas au courrier, donc moi je voudrais savoir, dans une procédure, après, s'il y aurait une valeur, c'est le courrier qu'il n'a pas retiré. Oui, monsieur, je pense que dans votre cas, la réponse est assez claire. Du moment que vous avez envoyé le recommandé et que lui n'a pas bougé, parce que vous savez, souvent les gens, à un moment donné, beaucoup de gens ne retirent pas leur recommandé, surtout ceux qui ont souvent quelque chose à se reprocher. Donc peut-être qu'il savait que vous alliez très certainement lui envoyer des recommandés. Il a préféré ne pas le faire, mais ça fait quand même, ça atteste quand même que vous, de votre côté, vous avez agi, que vous avez demandé des choses. Maintenant, libre à lui de ne pas répondre. Mais si vous avez l'intention, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, d'engager une procédure judiciaire, il s'agit évidemment d'un moyen de preuve, quelle que soit la situation, que la personne que vous avez en face n'ait pas retiré son recommandé. Alors, il y a une chose aussi que vous pourriez faire. Il y a aussi une chose peut-être que vous pourriez faire, parce que là, vous nous parlez apparemment le destinataire est une entreprise. C'est ça? Non, c'est moi, je suis propriétaire, je loue la maison, j'ai des travaux à faire. Et vous avez envoyé à qui alors? Comment vous expliquer? Vous envoyez ça au locataire. Vous avez envoyé à votre locataire. Environ 7 ans chez moi. Donc, à partir de là, au début, il payait son loyer en retard. Et on est allé loin, il nous a dit c'est un oubli. Donc, dans un pareil cas, de venir lui demander, quoi. Donc, ma femme est allée le voir, mais c'est arrivé le 22. Le 22 du mois, ma femme est allée voir, il n'a pas répondu. Le lendemain, il est passé dans ma cour. Il a un autre chemin, il est passé dans ma cour. Et il a dit à ma femme, voilà le chèque. Et il ne veut pas qu'on vienne chez lui. Donc, ça veut dire que je ne peux pas aller chez lui comme ça. J'ai envoyé un courrier recommandé pour lui dire de me téléphoner, de me parler. Il ne parle pas. Et il parle de ma cour. Il a un chemin, mais par commodité, il parle de ma cour. Il ne me dit pas bonjour. Et j'ai envoyé un deuxième courrier. Il ne répond toujours pas. Donc, je voudrais savoir, moi, s'il y a une valeur, s'il y a une procédure. Monsieur, il y a deux choses. D'abord, vous me demandez si votre recommandé qui n'est pas retiré finalement donc par votre locataire, ce courrier recommandé a une valeur. Oui, il a une valeur. Mais en revanche, j'ai besoin d'éclaircissement parce que vous aviez, semble-t-il, dit que dans vos courriers recommandés, vous demandez à votre locataire de prendre contact avec vous. Vous demandez plus que ça, peut-être. Peut-être que vous signalez aussi. J'espère que... Non, monsieur, c'est pas ça la question. Est-ce que vous avez quand même dit à votre locataire que ses loyers sont payés avec retard et que peut-être même il a des arriérés? Parce que si vous faites que des courriers pour demander de vous rappeler, de prendre contact avec vous, c'est pas très suffisant. Donc, ne perdez pas votre temps, je dirais, à envoyer des recommandés qui ne sont pas retirés. Faites un recommandé qui, finalement, le met en demeure de retirer... le met en demeure de payer ses loyers si jamais dans les deux précédents vous ne l'avez pas fait. Et maintenant, si vous l'avez fait, vous savez, là, vous êtes peut-être à 2 ou 3 mois d'arriéré. Il faut peut-être envisager, à un moment donné, soit d'autres actions. Les actions, si vous pensez que c'est quelqu'un à qui il faut tirer les oreilles, peut-être devant le médiateur, un conciliateur de maison de justice. Si vous pensez que finalement c'est un locataire un peu récalcitrant et vous allez tomber sur quelqu'un qui risque de ne pas payer, ne tardez pas trop, faites délivrer peut-être par un huissier de justice. Et là, vous allez... Vous n'avez pas compris. Moi, il n'y a pas d'arriéré, hein. C'est-à-dire qu'il paye son loyer en retard. La date, c'est le 4 de mois, il paye le 20, 22 mars. Et au début, il m'a dit, ma femme, il allait le voir, il a dit, c'est un oubli de venir lui demander. Est-ce que, monsieur, vous avez un contrat? Il a dit carrément, ma femme, on ne vient pas devant chez lui. Donc, nous, on a envoyé un courrier recommandé. Nous-mêmes, on n'avait pas compris parce que ce locataire-là, quand je nettoyais ma cour, j'allais lui nettoyer sa cour maintenant parce que, je passe un coup, j'ai pas 1 heure ou 2 dans sa cour, puis c'est fini avec ça. Donc, comme il m'a dit, il voulait plus que je vienne chez lui. C'était déjà le 22 du mois. Il n'avait pas encore réglé son loyer, il était prévu le 4. Donc, nous, le lendemain, il a donné, il a dit qu'il ne veut plus. Donc, à partir de là, il dit, on ne va plus aller chez lui. Non, monsieur, j'ai compris cela. Le chèque dans la boîte aux lettres. Non, j'ai compris cela. La question que je vous posais, c'est j'ai compris ce que vous aviez dit, mais la question que je vous posais,
vous aviez l'air de dire, de votre recommandé, que vous ne faisiez que dire à votre locataire de prendre contact avec vous. En tous les cas, une chose, est-ce que vous avez bien un contrat signé? Oui, il y a un contrat pour le locataire. Je suppose que de votre contrat, c'est écrit que le loyer est de temps et qu'il doit être payé à telle date. C'est bien écrit? Le 4 du mois. Bon, eh bien, dans votre recommandé que vous allez faire, vous lui rappelez très clairement que les loyers sont, suivant le contrat, payés à telle date, à savoir le 4 du mois, et que tout retard récurrent peut l'emmener à être devant un tribunal pour résilier son contrat. Parce que si, par exemple, vous avez tout le temps un locataire qui ne paie que sur relance ou recommandé de votre part, ça ne peut pas continuer comme ça. Si en plus, par exemple, il ne vous a pas donné son attestation d'assurance pour la maison, tout ce que vous dites là, je l'ai fait sur le courrier. Donc, tout ce que vous demandez jusqu'à présent, il ne donne pas, alors finalement. Donc, c'est bon, il a écrit dans le courrier, visiblement. Mais là, monsieur... Par commodité, pas plus dans ma cour, parce que j'ai un parking, il reçoit des gens, il met ses voitures sur mon parking. Ah, ben vous avez beaucoup de... Je crois que... Moi, j'aurais aimé qu'il discute, parce que j'ai des travaux à faire sur la maison extérieure. Et sur son contrat, il vient de la cour, occuper la cour, il l'occupe plus, puisque moi, je donne un coup de main, si vous voulez. Quand j'étais là, je donnais un coup de main, nettoyer ma cour, je suis juste à côté. Je nettoie sa cour, maintenant, ça me coûtait si peu. 2 heures de cour qu'il y avait. Mais maintenant, j'ai presque 2 jours à nettoyer. Il a pu occuper la cour, il est dans son contrat, il écrit nettoyer sa cour. Donc, c'est vrai que peut-être qu'elle va me rendre la maison, je comprends, c'est là qu'il va nettoyer la cour. Mais vu comment on est à la maison, l'empiètement de la maison, moi, je voudrais bien faire des travaux extérieurs, nettoyer ma maison, parce que la peinture, ça reste pas éternellement dessus. Est-ce que monsieur peut se rapprocher d'un avocat? Monsieur, vous avez plusieurs choses que vous reprochez donc à votre locataire, mais je veux dire que les courriers recommandés que vous lui envoyez, il faut que les choses soient dites très clairement, et tout le point que vous nous dites, il faut le dire clairement. Maintenant, si à un moment donné, soit il ne retient pas, il continue à faire la soie d'oreille, vous n'avez pas d'autre solution que d'aller, soit effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, devant une maison de justice pour essayer une dernière tentative, soit de passer par voie judiciaire et contacter un avocat. Oui, mais moi, parce que les obligations... Je lui ai dit sur le courrier, je lui ai dit, parce qu'en période cyclonique, il laissait les volets, il est parti en travaillant en Afrique pendant un mois, il a laissé les volets ouverts, c'était en période rouge. Quand il est revenu, je lui ai dit, mais vous avez laissé les volets ouverts, c'était en période rouge. Ah, j'avais quelqu'un qui regardait la maison, j'ai dit, je suis désolé, les gens passent dans ma cour pour regarder, je vois bien, j'ai entendu du bruit, le vent soufflait, tous les volets étaient ouverts. Oh, ben, depuis... disons, il passe de ma cour, il dit plus bonjour, il a un autre chemin, c'est pas pour méditer, il passe de ma cour. Il utilise mon parking, j'ai un bout de terre à côté que j'ai mes voitures, il utilise, comme si les gens arrivent, il met là les voitures. Hein. Messieurs, j'ai bien compris, je voulais juste demander, est-ce que monsieur... Je vais tout dire, sur le courrier, j'ai mis un courrier, très bien. Mais maintenant, c'est une question, monsieur, maintenant, c'est une question... Je lui avais dit que je mettrais un double dans sa boîte aux lettres, j'ai mis un double dans sa boîte aux lettres et tout. Vous nous avez dit. Vous nous avez dit, monsieur, mais là, à un moment donné, vous savez, on a très bien compris, mais à un moment donné, vous savez, si ça n'arrive pas, ça ne passe plus avec ce locataire, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller consulter, c'est-à-dire peut-être faire une procédure, monsieur. Vous comprenez? Parce que là, vous avez essayé plusieurs choses et j'ai l'impression que vous avez été assez gentil, assez patient jusqu'à présent. Peut-être qu'il faut passer à un stade supérieur. Monsieur, voilà. Monsieur, pour compléter... Alors, il est parti. Merci, monsieur, pour votre appel. Écoutez, c'était le dernier appel pour ce soir. Consommation réparative. Ah, on en a encore un. Continuons. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur, nous vous écoutons. Allô? C'était donc le dernier appel pour ce soir. Ah, nous en avons encore un autre. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. En fin de compte, je voudrais poser certaines questions par rapport en 2010, une personne l'a volé la main et l'affaire a été traitée et la personne doit être indemnisée à nous et nous voudrions savoir comment on fait pour avoir l'indemnisation. D'accord. Alors c'est maître Bon, alors je vais commencer et puis les autres vont m'aider si d'aventure il y avait un souci. Alors, vous avez été victime d'un vol. Le dossier a été jugé devant le tribunal correctionnel, c'est bien ça? Comment? Votre dossier a été jugé devant le tribunal correctionnel? L'auteur de ce vol, est-ce qu'il a été déjà jugé devant le tribunal correctionnel? Il a été déjà jugé devant le tribunal, oui. Voilà. Il passe devant la gendarmerie, après il passe au tribunal, la convocation.
Voilà. Et depuis, donc, vous avez une décision de justice où il est fait état de ce que l'auteur doit vous payer des dommages et intérêts pour votre préjudice. Oui, la personne a dit, mais vous devez savoir comment il fait pour qu'elle redonne la décision que le juge a dit. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous transmettez ce courrier à un huissier, il va exécuter, ou maintenant il existe un service qui s'appelle le SARVI. Hein? Oui. Et vous faites ça directement au tribunal? En fait, la décision, elle date de quand? La date exactement, il remonte, mais il ne connaît pas la date exactement. Alors, est-ce que cette décision, elle a été rendue il y a plus d'1 an? Oui, au moins, plus d'1 an, oui. Bon, alors je reviens sur mes deux possibilités. Alors, si cette décision, elle date de moins d'1 an, vous avez un service qui a été mis en place par le ministère de la Justice qui s'appelle le SARVI et qui est chargé justement de recouvrer les dommages et intérêts, l'indemnisation, si la victime en fait la demande. Alors il y a tout un dossier à remplir, dossier qu'on peut consulter notamment, soit vous pouvez le retirer au tribunal, soit sur Internet, mais et ensuite vous leur transmettez les renseignements qu'ils vous demandent, et notamment la décision de justice. Mais cette possibilité de la saisine de ce service, le SARVI, n'est possible que si la décision, elle date de moins d'1 an. Oui, on montre l'histoire par rapport à 2010, que moi l'a fait voir la main, on va dire après, 2-3 mois après, dans la traite l'affaire. Oui, mais c'est pas trop le problème de savoir à quand date l'infraction. Ce qu'il faut surtout, c'est avoir la date. Il faut sur la date du jugement. La date du jugement, on n'y connaît pas. Est-ce que c'était cette année? Est-ce que c'était l'année dernière? Est-ce que c'était il y a 2 ans? À peu près. À peu près, mais pas exactement. Bon, alors, il faudrait que vous regardiez le jugement, que vous avez très certainement en votre possession. Comme je vous dis, moins d'1 an, vous avez encore possibilité de vous adresser au SARVI qui va recouvrer ces sommes et qui va vous payer en fonction d'un plafond. Hein, il n'y a pas une indemnisation totale, il y a une indemnisation en fonction d'un plafond. Et si d'aventure cette décision elle remonte à plus d'1 an, à ce moment-là, il va vous falloir saisir un huissier pour demander à l'huissier d'aller exécuter la décision du tribunal correctionnel, c'est-à-dire aller voir l'auteur, celui qui a été condamné, le prévenu donc, et celui-ci va devoir vous payer directement. D'accord. Voilà. Merci, maître Moutoukoumou pour votre réponse. Merci, monsieur, pour votre appel. Merci, allez. Bonne soirée à vous. Merci, maître Linda Limossi, merci de nous avoir rejoints. Maître Léopoldine Setama qui a été avec nous et maître Sylvie Moutoukoumou qui a fini cette émission. Je vous souhaite une bonne soirée sur Télécrème. On se retrouve mercredi prochain dans les experts juridiques.